Notre premier invité déjà sur ce plateau, bienvenue Monsieur Papi Tamba. Bien, merci, et bonjour. Bonjour aussi à vous, vous êtes analyste politique indépendant. Avec vous, nous allons parler de l'approche analytique sur cette situation sécuritaire de l'Est de notre République, la République démocratique du Congo. Il s'est tenu hier une plénière à huis clos au Parlement, ici à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Quelle lecture faites-vous en général? Quel état des lieux de la situation sécuritaire, surtout à l'Est de la RDC? Merci beaucoup pour l'invitation. En ce qui me concerne, je salue à juste titre cette décision pour que la plénière se passe un peu à huis clos, parce que la matière est sensible et ne nous voilons pas la face. L'Est de notre pays nous habitue avec des théâtres. Les gens pensent que ça commence aujourd'hui, mais je vais vous dire une chose. C'est que lorsque le feu Laurent Désiré Kabila était encore au maquis et que nous avons connu dans notre pays ici l'arrivée d'un grand révolutionnaire du nom de Che Guevara, il n'est pas venu par l'ouest du pays. Il n'est pas venu par un autre point de la République et à l'est est la partie où aujourd'hui il y a toujours ces problèmes. Lorsque nous avons connu plusieurs incursions qui ont abouti un jour à ce que les pouvoirs ou les régimes de Mobutu soient chassés, c'est encore venu par l'Est et c'est par les mêmes coins. C'est quoi la problématique? La problématique, je pense qu'elle doit dépasser ce qu'on essaie de nous présenter aujourd'hui. Nous avons une particularité, c'est qu'en tant qu'une colonie belge, les Belges n'ont colonisé que 2 pays. À l'époque, il y avait nous comme colonie et les protectorats qui étaient au Rwanda, au Burundi. Et c'est le seul coin où nous sommes frontaliers. Nous étions encore vers les années 20 et les années 30, où, alors qu'il n'y avait aucun Congolais qui avait le pouvoir de décision, aucun Congolais qui pouvait influencer une certaine décision, on a vu une sorte d'exportation d'une certaine population vers notre territoire, régulièrement et légalement, à qui on a donné des droits fonciers. Et cette génération existe dans notre pays depuis maintenant 3 générations. Et c'est dans ces coins-là que nous constatons certains problèmes, où des fois, il se pose un sérieux problème de savoir qui est congolais et qui ne l'est plus, ou qui ne l'est pas. On va parler des mouvements d'Nkunda, qui à un certain moment, il agit en tant que général congolais en se disant comme état Banyamulenge, et plus tard, qu'il puisse maintenant lui-même réclamer sa nationalité rwandaise. Aujourd'hui, les cas semblent se poser aussi pour Bosco Tanganda. C'est quoi les problèmes? Les problèmes, je suis en train de dire, c'est un problème de savoir qu'est-ce que nous voulons par rapport à ces coins. Nous allons continuer à considérer qu'il y a des gens qui se considèrent comme étant congolais, parce que ça fait, comme je suis en train de vous dire, depuis 3 générations, ils sont là, non pas eux, mais leurs ancêtres, où nous allons tout simplement les intégrer, mais en essayant de mettre en place une politique conséquente pour essayer de mettre fin à ce genre de problèmes. Et en même temps, casser un peu les racines, casser un peu la branche, là où certains mouvements aimeraient toujours se reposer. Parce que, messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose, c'était sous l'époque de Mobutu. Nous avons connu la révolution de Banyamulenge. Posons-nous quand même la question. S'ils n'ont pas mené une révolution comme toute révolution pacifique pourrait se mener, c'était une révolution qu'ils ont menée avec des armes. Qui les a armés? Voilà. Alors, avec vous, nous avons une quinzaine de minutes pour décrypter ces sujets d'actualité. Problème, faiblesse de notre armée en RDC, où il y a un problème de manque de diplomatie avec les pays voisins de l'Est? Non, il n'y a pas un problème de manque de diplomatie avec les pays voisins ou le problème de faiblesse de notre armée. Je vous dis que le problème de l'Est de notre pays a transcendé plusieurs générations. La problématique devrait se poser au-delà du simple concept politique. Il ne faudrait pas que les hommes politiques, c'est-à-dire quand ils ne sont pas au pouvoir, qu'ils puissent considérer maintenant que ces coins-là peuvent constituer pour eux un fonds de commerce, alors que les Congolais aujourd'hui, je pense que grâce à l'action menée par les chefs de l'État, la récente action en 2009, que nous appelons Opération Imo-Jaweto. Grâce à l'opération Imo-Jaweto, nous avons connu une situation qu'on n'a pas connue pendant plus de 10 ans. Il y avait une paix qui a régné où nous étions dans un processus de paix où on ne pouvait plus parler des terres occupées. Aujourd'hui, on ne parle pas des terres occupées, on parle des cas de désertion. Donc, c'est-à-dire, c'est encore la dernière réserve de cette poche de résistance. Si l'armée arrive à les mettre en place, c'est pourquoi j'aime toujours dire que nous sommes en train de négocier les derniers virages.
Mais les Congolais, ma foi, sont réunis au moins ne serait-ce dans cette matière. Cela touche à notre souveraineté. Il y a l'intégrité territoriale de notre pays qui est en jeu. Nous n'avons pas de problème particulier avec, avec la communauté Hutu ou Tutsi. Ce n'est pas notre problème si les Hutu et les Tutsi ne s'entendent pas. Nous n'avons que des problèmes avec le Rwanda comme État. Maintenant, posons-nous la question. Quand nous avons un État voisin, qui est le Rwanda, quelle devait être notre diplomatie? Une diplomatie de conflit ou une diplomatie de paix? Une diplomatie de bonne entente ou une diplomatie de conflit qui devait toujours être des conflits récurrents? Cela me pousse à vous demander, est-ce que le ciel est bleu entre la RDC et le Rwanda, les pays de l'Est? Je suis en train de vous dire que dans les rapports entre les États, le ciel n'est jamais bleu de façon linéaire et permanente. Voilà. Mais il y a toujours des choses qui sont réelles et il y a l'illusion qu'on essaie toujours de maintenir. Et ça, nous avons connu pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, nous savons qu'il y avait des États, c'est-à-dire il y avait l'URSS, il y avait les États-Unis d'Amérique, qui étaient considérés comme étant les ennemis jurés, mais ils ont gardé leurs ambassades respectives. Pourquoi? Parce que je vous dis une chose, n'est pas dialoguer en politique et criminel. Il faut toujours garder un cadre de dialogue avec un État. Le Rwanda ne fera jamais l'affaire de la RDC, comme la RDC ne fera jamais l'affaire du Rwanda. Chacun sera là pour ses propres intérêts. C'est toujours un jeu joué au chat et à la souris. Mais nous devons, nous, en tant que Congolais, savoir qu'à ce moment précis, en dehors des Rwandais qui se trouvent en dehors du pays, en dehors des Rwandais qui se trouvent ailleurs pour essayer peut-être de combattre le régime de Kagame à partir de l'intérieur, de l'extérieur, les Rwandais qui sont à l'intérieur, en cette matière, ils sont unis. Nous devons au moins les savoir. Donc cela veut dire que nous appelons toujours la classe politique congolaise, et je pense que les honorables députés qui ont siégé en plénière, je pense qu'ils ont parlé en tant que Congolais. Je ne pense pas qu'ils ont parlé avec des tendances, parce qu'aujourd'hui, personne n'a plus besoin de ce genre de tendances. Selon vous, comment une plénière à huis clos, quoi que la matière soit sensible, pourquoi laisser alimenter la population par maintenant des rumeurs? Non, on n'alimente pas la rumeur. Ça c'est au niveau encore de l'institution parlementaire. Mais c'est les journalistes et tout ce qui se passe au niveau de l'institution exécutive, personne ne le sait non plus. Nous sommes en train de parler d'une matière où il y aura forcément une matière qui sera mise devant les rideaux et l'autre qui sera derrière les rideaux, parce que nous parlons du secret défense. Et on ne peut pas aborder un cas de secret défense au vu aussi de tout le monde. C'est faire preuve d'irresponsabilité. Donc c'est ça que je suis en train de dire, que je soutiens cette démarche. Je demande seulement, je voudrais seulement interpeller les honorables députés d'avoir des meilleurs sentiments, pour au moins réfléchir en tant que Congolais. Moi, je dis et je le répète, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de négocier les derniers virages. Après ces derniers virages, nous pourrions au moins, en tant que Congolais, réfléchir, pour maintenant réfléchir sur l'intégration de ceux-là parmi les Rwandais qui ont émigré chez nous pendant plusieurs générations, qui aimeraient bien entendu, se sentir Congolais. Il faut maintenant commencer à réfléchir. Parce que nous avons connu plusieurs problèmes, ne serait-ce que si notre propre loi sur la nationalité, qui a été plusieurs fois révisée, seulement à cause de ces problèmes de l'Est de notre pays. Et ça n'a pas apporté de solution. Si je dis plusieurs fois révisé, pourriez-vous imaginer une chose? C'est qu'après avoir mis en place la loi sur la nationalité en 72, 10 ans après, en 82, ça va être révisé pour un seul cas de figure. C'est juste au moment où on a parlé des directeurs des cabinets du chef de l'État à l'époque, de Mobutu, Bisengimana, ça a créé un mouvement xénophobe avec d'autres tendances pour que la loi sur la nationalité soit révisée. Et je ne peux pas vous dire pendant la conférence nationale, c'est que la commission Vangu Mambouedi avait dit. Quand nous sommes à l'étranger, nous sommes Congolais, nous entendons certains propos xénophobes de certains mouvements politiques, ça nous gêne. Et nous pensons que parce que ça nous gêne là-bas, nous avons la permission de les dire chez nous. Le monde aujourd'hui est en mutation, nous vivons dans un monde ouvert.